Donc, d'accord. J'ai besoin de rien, de toute façon. Non, Bonjour à tous. Je vais regarder s'il y a déjà un peu de monde. Oui, pas mal du tout d'ailleurs. Bravo. Bonjour. Mais il y a eu un vrai intérêt d'ailleurs. Un vrai intérêt. Ouais. Moi, j'ai été assez surpris parce qu'on sera sur un sujet relativement technique, mais on se rend compte que il y a quand même énormément de gens qui annoncent sur Google. Effectivement. et que et je t'ai transmis quelques personnes qui n'ont pas pu participer, puis tu auras la liste des participants et je crois qu'il y a vraiment du beau monde, donc ça va être une session super riche. Je suis ravi d'être avec vous. Moi, je viens de finir un webinaire avec les étudiants de l'Institut Multimédia, donc on est un peu dans le rush. Je suis hyper chaud. Jérémy, je te laisse te présenter. Je suis vraiment ravi de t'accueillir. Ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Ouais. On avait déjà fait une petite prestation ensemble il y a 2 ou 3 ans. Et là, on vient de travailler sur le livre blanc avec toi. Tu vas nous en parler et parler de protection de la marque sur Google. Voilà. Je te laisse te présenter. C'est gentil. Merci, Gabriel. Alors, 2-3 mots un petit peu pour comprendre un peu le contexte. Moi, je bosse dans le digital depuis une quinzaine d'années. J'ai commencé il y a une quinzaine d'années en montant un site e-commerce de vente en ligne que j'ai revendu à une participation d'Isaïe à Botica. C'était un site de vente privée spécialisé dans les jeunes créateurs. Et ensuite, j'ai monté une agence digitale. On faisait pas mal de campagnes digitales pour des marques. Donc, on les aidait à optimiser leur budget de communication, leur budget pub. Et il y a 4-5 ans, on a un client qui nous dit bon, écoute, Jérémy, tu nous fais dépenser des milliers d'euros tous les mois sur des campagnes d'acquisition digitale, c'est très bien, mais nous, ce qu'on voudrait, c'est déjà récupérer du chiffre d'affaires et du trafic qui est détourné par des sites de contrefaçon, des concurrents qui enchérissent sur nos marques, qui utilisent nos marques sans nos autorisations et qui vendent des produits de contrefaçon. Et du coup, essayer de voir déjà comment on pourrait récupérer ce chiffre d'affaires. Et ça a été un petit peu la genèse du projet MoneyBrand, qui était de se dire, on teste un peu pour ce client quelles étaient les différentes atteintes en ligne auxquelles il était confronté, quelles étaient les différentes problématiques sur Internet en termes de marques auxquelles on était confronté. Et petit à petit, on a monté un petit outil de monitoring, puis un deuxième, puis un troisième. Et il y a 2-3 ans, effectivement, quand on a commencé à bosser un petit peu sur le projet, on a décidé de basculer complètement et de développer une plateforme de protection et de surveillance de la marque sur Internet et particulièrement sur les moteurs de recherche. Voilà, je vais juste m'adresser un peu à la salle pour que vous profitiez du chat pour dire un peu les sujets qui vous intéressent, qu'est-ce qui vous a motivé et sur quoi vous voulez qu'on discute. N'hésitez pas aussi à nous poser des questions et en particulier à Jérémy. Il connaît très très bien donc les sujets Google Ads, les sujets de la protection de la marque, etc. Donc c'est le moment d'en profiter. Au programme de ce webinaire, on va adresser 3 questions. Comment protéger votre marque sur les moteurs de recherche? Comment faire baisser la pression concurrentielle et comment contrôler votre réseau de distribution. Donc ça, c'est vraiment les 3 sujets qu'on va adresser ensemble. Tu veux attaquer sur justement cette protection de la marque et puis et nous expliquer en quoi, parce que s'il s'agit de protéger, ça veut dire qu'elle est attaquée. Ouais, tout à fait. Comment la marque est attaquée sur Internet? Ouais. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que effectivement, avant de comprendre l'attaque, c'est de comprendre l'enjeu. L'idée, c'est de bien appréhender le fait qu'aujourd'hui, Internet et la publicité en particulier sur Internet, c'est le premier levier et le premier budget de dépenses publicitaires. Ça a déplacé tous les autres canaux, que ce soit le print, l'affichage, la radio, la télé. C'est plus de 50% des budgets publicitaires pour une marque. Et dans ces budgets,
60% de ces budgets sont alloués sur la partie search et référencement payant sur les moteurs de recherche. Donc nous, en fait, l'idée, c'est de se dire, voilà, il faut essayer de protéger la marque là où les enjeux sont les plus grands, et donc ce sont ces enjeux sur les moteurs de recherche, et s'assurer effectivement que lorsque un internaute recherche un produit d'une marque sur un moteur de recherche, il soit en mesure de tomber sur un produit ou un site officiel. Et c'est un petit peu notre mindset, notre objectif fondamental, c'est d'être sur cette logique de protection de la marque. Protéger la marque, pourquoi? Tout simplement parce que les enjeux sont forts. Le premier, tout naturellement, qu'on va pouvoir appréhender, c'est des enjeux de propriété intellectuelle et de protection de son image. En tant que créateur d'entreprise ou en tant que grande entreprise, on investit des budgets considérables pour faire valoir sa notoriété, son image de marque, pour développer la connaissance de ses produits et de sa visibilité. Et tous ces efforts, ils sont souvent contrariés par des concurrents, des contrefacteurs, des affiliés, des fraudeurs qui vont tenter de capter une partie de cette notoriété pour pouvoir récupérer. Et comment ils font ça alors, comment ils font ça? Alors, sur Internet, en fait, ils s'appuient sur des stratégies de squatting, sur les différents leviers, de visibilité sur Internet. Donc, vous imaginez en fait tous les parcours clients possibles, donc que ce soit sur les moteurs de recherche. Donc, quand vous faites une recherche dans Google, vous allez taper le nom d'un produit d'une marque. Par exemple, si vous cherchez une paire de basket Nike, vous allez taper basket Nike. Et là, tout simplement, vous allez avoir des concurrents qui vont tenter de capter une partie de de ce trafic et de l'attention des internautes en positionnant soit en référencement payant, soit en naturel, leurs propres annonces et leurs propres résultats. Mais ça, ils ont le droit de le faire. En tout cas, s'ils mettent pas dans l'annonce basket Nike, exactement. Ils ont le droit de le faire sur Google. Ouais, alors c'est tout l'enjeu, c'est effectivement que depuis septembre 2010, il y a eu un gros changement et la Commission européenne a jugé effectivement s'est alignée sur les réglementations internationales du commerce et considère les plateformes comme type Google comme des hébergeurs de contenu et pas du tout comme un éditeur de contenu. Donc en fait, ils mettent à disposition une plateforme technique et du coup, vous avez la possibilité effectivement de vous positionner sur les termes de marque d'autrui, mais il faut bien comprendre que ça ne se substitue pas aux droits de la propriété intellectuelle et aux droits des marques. Donc en fait, on est vraiment dans cette zone grise, je dirais, où techniquement vous avez la possibilité de vous positionner sur la marque d'un tiers, mais parfois ça peut venir en collusion avec les droits fondamentaux de protection de la marque. Parce que typiquement, pour reprendre ton exemple sur les basket Nike, si je fais si j'enchéris sur le mot-clé basket Nike et dans mon annonce je mets les meilleurs baskets des plus grandes marques, parce que je suis un distributeur de baskets, j'ai le droit, non? Oui, alors on a le droit dans la mesure où il n'y a pas de risque de confusion. Aujourd'hui, c'est vraiment le risque de confusion qui est en termes d'arbitrage le point d'orgue pour pouvoir déterminer si on est en face d'une action de parasitisme ou pas. Et donc du coup, l'idée c'est que si votre annonce porte à confusion, ou que la page de direction ne pointe pas véritablement vers un produit de la marque et que du coup vous trompez un petit peu le consommateur, là effectivement vous vous retrouvez dans une situation de parasitisme qui est condamnable ou au moins discutable et pour lequel vous avez des leviers pour pouvoir lutter. Alors concrètement, ta solution Monibrand permet de détecter toutes les personnes
qui vont bider sur ta marque. Ouais, alors techniquement la solution en fait, elle est composée de deux gros modules. Un premier module qui va vous permettre de surveiller en temps réel tous les usages de votre marque par des tiers sur les moteurs de recherche, donc sur la partie payante et sur la partie naturelle. Donc en gros, on a des robots partout dans le monde qui vont simuler des recherches d'internautes, qui vont capturer toutes ces pages de résultats pour pouvoir collecter toute cette data sur l'utilisation des termes de marque, des mots-clés marques sur ces moteurs de recherche. Et le deuxième volet de notre action, c'est de se dire, finalement, d'avoir l'information, c'est déjà un premier niveau, mais c'est pas suffisant pour une marque. C'est d'être en mesure de délister ou de notifier l'ensemble de ces annonceurs, de ces contenus qui sont apparus et qui dégradent la visibilité et la notoriété de la marque. Et là-dessus, c'est quoi? C'est une surveillance humaine qui vient identifier chaque lien? Vous avez des algorithmes qui... Alors là-dessus, on a une combinaison d'algorithmes qui vont nous donner des faisceaux d'indices sur effectivement sur le risque lié à chaque annonceur et des outils semi-automatisés combinés avec une équipe de juristes qui vont traiter toutes ces atteintes en ligne. Et là-dessus, quand donc on a identifié une marque qui fait basket Nike et qui derrière crée de la confusion avec la marque Nike, on a l'impression d'atterrir chez Nike ou en tout cas d'être litigieux. Quel pourcentage de ces annonces sont litigieuses? Et quel pourcentage de ces annonces litigieuses vous arrivez à délister? Alors, le pourcentage de ces annonces, en fait, on s'en rend pas compte et c'est un petit peu l'enjeu aussi de la plateforme. C'est que quand on crée une campagne digitale, quand on se dit, voilà, je vais faire de la pub sur Internet, donc on est très concentré sur l'optimisation de ses propres campagnes, de son environnement. Et donc, on va créer sa campagne, mais en fait, on se rend pas compte que l'impact et la performance de sa campagne peut être dégradé par cette pression concurrentielle, par tout cet environnement qui va essayer de capter aussi une partie de cette notoriété. Et en fait, cet environnement, il est très très fort. Pour certaines des marques qu'on accompagne, 80% des annonceurs qu'on identifie sont des annonceurs litigieux et qui ne sont pas autorisés à enchérir ou à apparaître sur les termes de marque. 80%, ça représente pour certaines marques plus de 400 ou 500 annonceurs, nouveaux annonceurs qui sont détectés et traités par mois par nos outils. Et qui eux-mêmes investissent plusieurs centaines voire milliers d'euros sur le mot-clé de la marque. Ouais. Donc, faut enchérir le coût du mot-clé. Exactement. Et effectivement, c'est ce que tu disais, en faisant enchérir le coût du mot-clé, ça rend les campagnes de la marque elles-mêmes beaucoup plus chères. Ouais, tout à fait. Où elle doit payer très cher pour enchérir sur sa propre marque. Exactement. Ça, c'est une autre corollaire, effectivement, mis à part ces problématiques de protection de la marque. Il y a des vrais enjeux économiques pour l'entreprise, puisque toute cette pollution, la mécanique, et on pourra en reparler un petit peu plus tard, la mécanique d'enchère sur les moteurs de recherche est basée sur cette concurrence sur les mots-clés. Et plus vous avez de personnes qui cherchent à enchérir sur le mot-clé, plus vos CPC, vos coûts au clic seront importants. Et du coup, en faisant baisser cette pression concurrentielle sur vos mots-clés, vous contribuez à optimiser vos propres budgets digitaux. Et en gros, pour la faire courte, avec le même argent, le même budget publicitaire, vous êtes en mesure d'adresser beaucoup plus de publicité ou de diminuer votre budget publicitaire pour avoir le même résultat. Donc là, on a déjà un peu adressé la deuxième question, mais restons concentrés sur la première. Donc, il y a cette idée que 80% dans certains cas des annonceurs sont litigieux avec des annonces donc mal faites ou inadaptées ou sur le fait qu'ils n'aient pas le droit de les faire. Ouais, tout à fait. Et donc, c'est quand vous contactez ces annonceurs pour leur demander de délister, etc., quel est votre taux de succès? Comment ils réagissent? Alors, ça marche comment? Est-ce que c'est comme
comment ça s'appelle, Adopi, où on recevait le courrier et on jetait à la poubelle. Comment ça fonctionne? Non, mais en fait, on a une approche qui est assez maligne. Donc on l'a bien compris, on est sur une zone grise. Hein, on n'est pas sur un délit proprement dit. Et en fait, on s'approche sur des démarches précontentieuses de gentleman agreement et de notification de gré à gré pour indiquer au tiers effectivement qu'il apparaît sur des termes de marque d'un de ses concurrents et on lui demande effectivement de retirer ses annonces dans une démarche gagnant-gagnant. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que la personne, elle est souvent pas consciente non plus qu'elle apparaît sur ces termes de marque concurrents et que ça dégrade ses propres annonces publicitaires. Comment ça, elle n'est pas consciente qu'elle apparaît sur ces termes de marque? Alors, l'idée, c'est que lorsque vous voulez faire de la pub sur Internet, et là, c'est là un petit peu tout le secret des moteurs de recherche type Google, hein, qui captent aujourd'hui 90% du trafic mondial. Donc, quand on parle de régie publicitaire, on parle principalement de Google. Vous allez taper, vous allez vous dire, voilà, je veux vendre des baskets. On va reprendre notre exemple de basket Nike. Vous allez vous dire, voilà, je suis une marque de baskets. Je veux vendre des baskets, donc je veux que mes annonces publicitaires, mes résultats remontent sur le mot-clé basket. Donc, vous allez acheter ce mot-clé basket et spontanément, si vous le précisez pas, Google va vous faire apparaître sur toutes les déclinaisons de basket plus d'autres termes. Donc là, en l'occurrence, vous allez sans le savoir apparaître sur basket Nike, basket Reebok, basket Adidas, bref, toutes les déclinaisons de basket plus quelque chose. Ouais, quand on n'a pas exclu de sa campagne le mot-clé marque. Et en fait, nous, tout notre enjeu, c'est de faire comprendre aux différents partenaires que fondamentalement, vous êtes une jeune marque de basket, d'apparaître sur le mot-clé basket Nike. Ça va dégrader aussi votre quality score en tant que marque, puisque en fait la personne qui aura tapé basket Nike, très clairement, elle veut acheter une paire de basket Nike, elle veut pas acheter une paire de basket d'un jeune si tu vends des Véja, exactement. Ça va pas le faire. Exactement. Donc en fait, on a une approche qui est à la fois pédagogique et de compréhension mutuelle. Pour expliquer aux différents partenaires que voilà, leur intérêt et l'intérêt des marques qu'on représente, c'est de pas se lancer dans une surenchère et une guerre sans fin qui n'aura finalement que pour objectif que d'augmenter les mots-clés respectifs et les budgets respectifs des deux partenaires et finalement d'enrichir Google et de dégrader la qualité des campagnes. Donc comme ça, plein de fois, il y a des gens qui réalisent qu'ils font une erreur et qu'il y a une erreur de ciblage. Mais est-ce que tu as des gens vraiment malhonnêtes et comment eux, ils réagissent? Alors, on a effectivement de temps en temps, on est en face de situations avec des gens vraiment malhonnêtes qui vont peut-être vendre des fausses basket Nike. Et là, on a à notre disposition tout un arsenal là pour le coup juridique pour pouvoir faire cesser ces atteintes dans des délais records. Mais j'imagine qu'ils sont pas nécessairement dans des pays occidentaux. Non, alors ils peuvent héberger sur leur site un peu loin. Alors nous effectivement, on est ni avocat ni organe de police. Donc en fait, nous notre mission, c'est de se dire on va faire cesser cette visibilité en ligne, donc faire fermer ces annonces publicitaires, éventuellement faire fermer les sites. On travaille avec un certain nombre d'intermédiaires techniques partout dans le monde pour pouvoir faire valoir ces différents. Vous avez une accréditation Google qui vous permet de faire ça? On a une accréditation Google qui nous permet de délister tous ces contenus. Ça s'appelle comment cette accréditation? Ça s'appelle, c'est une accréditation qui s'appelle DMCA. Vous pouvez faire des DMCA et nous on a une accréditation qui s'appelle TCRP, voilà, qui est un acronyme qui nous permet de délister des contenus dans les résultats naturels. Et ça, tout le monde peut pas le faire. Et ça, si vous avez la possibilité manuellement, si vous avez sur la partie référencement naturel, de demander
le délisting de contenu qui respecte pas les droits et là, tu le fais automatiquement depuis la solution. Exactement. D'accord. Est-ce que tu as une situation cocasse que tu as vécue pour des clients ou plusieurs situations cocasses des situations dont tu peux parler en évoquant la marque ou sans évoquer la marque, mais on a tous envie de creuser un peu les bas-fonds d'Internet. Ouais, bien sûr. Alors des situations cocasses. On a été sollicité par exemple par une grande marque de champagne. D'accord. Voilà, très connue. Qui nous appelle et qui nous dit voilà, on a une problématique d'utilisation de notre marque sur des pilules d'ecstasy. D'accord. Donc en fait, le logo de cette marque était utilisé et revendu à la fois sur le dark web et aussi en naturel sur Internet. Donc là, véritablement, on est dans un cas de risque de confusion et d'image de marque qui discrédite vraiment cette marque de champagne très haut de gamme, avec une association qui est effectivement pour le commun des mortels, qui est évidente, de faire la fête, mais la marque ne voulait pas du tout être associée à cette démarche. Donc nous, notre mission, ça a été effectivement d'identifier tous ces contenus et ces visuels en ligne et d'être en mesure de délister pour pouvoir pour que toutes ces références à ces pilules d'ecstasy n'apparaissent plus. Et là-dessus, on était essentiellement sur du référencement naturel, j'imagine. On était sur il y avait également du payant. Voilà, ils étaient assez malins, du payant avec de l'horodatage pour pouvoir afficher ces campagnes publicitaires pendant les heures de fête, donc entre 2h et 6h du matin. Donc quand on tapait la marque de champagne, exactement, on voyait plus du champagne, on voyait les pilules d'ecstasy, effectivement. Alors, voilà. Après des cas plus communs, voilà, une grande marque de bijoux, voilà, qui est souvent contrefaite et qui avait énormément de pollution et de parasitisme de revendeurs qui revendaient des petits bijoux similaires et qui utilisaient effectivement la marque pour détourner du trafic, du chiffre d'affaires, et donc cette confusion entraînait vraiment une dégradation de cette image de marque pour notre client. Et vous avez réussi à faire quoi? Alors là, en fait, c'est un travail de fond qu'on mène parce que c'est un problème qui est assez récurrent. C'est une marque avec une grosse notoriété. Et l'idée, c'est que là, on onboard avec un monitoring partout dans le monde et 24 heures sur 24 pour pouvoir détecter en temps réel justement toutes ces utilisations de la marque ou des produits de la marque par des tiers, par des revendeurs tiers, pour pouvoir ensuite les notifier et délister ces contenus. D'accord. Encore des exemples ou on attaque sur le... Des exemples, on pourrait vous en donner plein, effectivement. Non, mais des exemples, toujours dans la cocasserie. Non, dans la cocasserie, je dirais, alors, c'est pas cocasse, mais c'est juste pour vous projeter aussi et vous dire quand on parle de marque, on parle pas uniquement de produits. On travaille énormément dans le secteur bancaire, où là l'enjeu c'est des ouvertures de comptes, de la création de crédits, de la création donc de formulaires, enfin de nouveaux leads pour avoir du crédit. Et là aussi, l'idée c'est de se dire que la protection de la marque, c'est aussi des marques qui sont des marques de service. Là aussi, on a énormément de situations de parasitisme qu'on doit gérer. Donne-nous un peu des exemples. Un exemple, tout simplement, c'est peut-être plus difficile à prendre, mais l'idée, c'est de se dire, voilà, vous êtes par exemple ING Bank, vous avez créé un nouveau produit ou une nouvelle marque, ING qui est une banque en ligne. Avec un livret orange. Avec un livret orange, exactement. Et là, du coup, vous allez mettre en place une grosse campagne de branding télé, presse, vidéo, combinée avec des campagnes de référencement payant et naturel sur les moteurs de recherche, pour pouvoir créer des ouvertures
ouverture de compte. Et ce que vous voulez pas, c'est que des courtiers, des concurrents, des affiliés viennent capter une partie de cet effort marketing que vous avez mis en place, de votre plan de communication que vous avez mis en place, pour pouvoir récupérer des leads simplement en faisant des copies de vos annonces publicitaires ou en enchérissant sur vos termes de marque pour pouvoir récupérer ces ouvertures de compte à votre propre escient. Pourquoi? Parce que là, en l'occurrence, avec du comparateur. Avec du comparateur, exactement. Parce que là, l'enjeu, il est fort, c'est-à-dire que la marque, elle a, par exemple, dans le parcours client, investi énormément dans la télé, donc vous allez avoir un internaute qui va taper, qui va voir la pub, la nouvelle pub ING Bank, qui va se dire tiens, je veux avoir plus d'infos sur cette marque sur Internet, donc elle va taper sur le moteur de recherche banque ING Bank, mais en fait sur une banque en ligne, il y a un côté affectif et relationnel qui est moins fort que dans la basket Nike. Donc du coup, si quand elle tape banque en ligne, ING Bank, elle tombe sur l'annonce de la banque, de la Société Générale ou d'une néobanque, bah du coup il va y avoir une capacité de perdre en fait On n'est pas dans le cas de quelqu'un qui cherche des baskets Nike et qui va pas acheter de basket Veja. Exactement. Donc là on a quelque chose de moins affectif. On a quelque chose de moins affectif, donc l'enjeu il est d'autant plus fort parce que là vous perdez à double coup, vous avez perdu l'efficacité de votre pub télé et des différents leviers que vous avez mis en place, et en fait sur le dernier clic, vous perdez le client sur le dernier clic. Donc l'enjeu c'est vraiment de s'assurer que pendant toute l'expérience utilisateur de relation avec la marque, bah, vous soyez en mesure de l'emmener jusqu'à votre site internet et qu'il ne soit pas perdu ou détourné par des concurrents. D'accord, super. On va peut-être prendre des questions s'il y en a. Il y a Karine qui effectivement est concernée. J'ai vu aussi quelques entreprises en création, de Joseph qui disait qu'il créait son entreprise e-commerce, ou Marion. Alors, est-ce que ta solution est adaptée à des petites structures, et pour une plus petite structure, qu'est-ce qu'elles doivent retenir de notre échange avant qu'on attaque les sujets suivants sur la pression concurrentielle, sur le réseau de distribution? Alors, typiquement, la solution, elle est adaptée aux petites structures. Pourquoi? Parce que petite structure veut dire effectivement souvent petit budget, mais veut dire gros enjeux. Pourquoi? Parce que en fait, en termes de visibilité, effectivement, vous n'allez pas avoir le trafic d'un site Nike.com ou d'un ING, mais par contre, chaque personne qui souhaite avoir des informations sur vous, elle est primordiale et hyper importante, et pour vous, elle est déterminante. Donc l'idée, c'est que nous, on a mis en place effectivement une solution qui est adaptée à ces petites structures, qui est un monitoring en temps réel de l'univers sémantique de cette marque, de jeunes créateurs, pour pouvoir en temps réel identifier tous ceux qui volontairement veulent s'approprier une partie de ce trafic et de cette notoriété. Et ça arrive même aux petites marques? Ouais, ça arrive même aux petites marques. Pourquoi? Parce que souvent ces petites marques, elles sont dans une dynamique de notoriété, de branding, donc elles font des efforts, elles essayent de se référencer sur un certain nombre de sites, et en fait il y a pas mal de concurrents, de sites de contenu qui vont essayer de capter une partie de cette audience. Et comme je vous disais, il y a... Moi j'ai eu un peu ça en SEA, un peu des confrères qui investissaient sur ma marque. Ouais. Et j'ai eu ça aussi en SEO, où un confrère, j'ai trouvé ça très rigolo, avait créé toute une série de capsules pour comprendre machin en 1 minute 30. Ah oui, d'accord, 1 minute 30. Et il avait fait tout un cocon sémantique autour du mot-clé 1 minute 30, avec des capsules, comprendre l'inbound marketing en 1 minute 30, ou 1 minute 30 pour comprendre l'inbound marketing, histoire de mettre le mot-clé devant. Je retiens effectivement le tips. Et c'était assez rigolo. Ça a été l'occasion d'un... Voilà, donc c'est pour ça que petit fight sur Internet. Ouais, d'un petit fight sur Internet. Voilà. Et donc il faut comprendre qu'en fait toute cette stratégie de surveillance, elle est hyper chronophage et elle est très technique, parce que là par exemple on est ici à Paris, on va aller taper, on va se dire tiens je veux surveiller, je vais prendre en charge personnellement cette surveillance. Donc du coup je me dis je vais taper le nom de ma marque sur mon moteur de recherche, et en fait les résultats qui vont être affichés vont pas du tout être les mêmes que ceux
de tes équipes à Marseille. Si on fait le test en live, bien sûr. on tape tous les deux la même recherche, on va avoir les mêmes résultats qui vont apparaître, et notamment sur cette partie payante. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les annonces sont géolocalisées et redatées, et donc vous avez la possibilité de paramétrer vos annonces pour avoir des affichages localisés. Mais tu pourrais pas faire ça avec un outil de surveillance de mots-clés comme SEMrush, comme j'ai pas d'autres mots qui me viennent. Je comprends. Mais... ce qu'il faut bien comprendre, c'est que des outils comme SEMrush, et aujourd'hui nous on est les seuls à avoir cette approche, c'est des outils qui vont aller capter l'historique de navigation par rapport à des données passées. Ils vont historiser des pages de données passées. Donc en fait, vous allez avoir des données macro, mais des données qui ne sont pas en temps réel et qui ne sont pas le résultat de ce qui se passe à l'instant T. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que vous allez avoir un échantillon qui est beaucoup plus gros, puisque SEMrush ou tous les outils de monitoring sont des outils qui vont vous donner des tendances lourdes pour vous permettre d'identifier des opportunités de mots-clés, pour vous permettre d'identifier des CPC sur vos mots-clés importants. Nous, on est vraiment dans une dichotomie et une précision beaucoup plus profonde. Pourquoi? Parce qu'on effectue physiquement des requêtes à l'instant T. Là, à l'heure où je vous parle, j'ai des milliers de requêtes qui sont en train d'être jouées sur nos milliers de serveurs pour pouvoir collecter cette data, et on remonte cette data en temps réel qui nous permet d'avoir une exhaustivité, de remonter l'ensemble des annonceurs qui sont positionnés. Sur SEMrush, vous allez avoir une vision hyper parcellaire, notamment sur cette partie qui bid sur ma marque. Vous allez avoir du quantitatif, une approche quantitative, mais pas le nom de la personne ou la copie de l'annonce publicitaire de la personne qui... Alors, là, tu parles essentiellement de la marque, mais si par exemple je veux savoir qui bid sur le mot-clé inbound marketing, je peux le faire aussi avec ta solution? Ouais, tout à fait. C'est un autre usage qu'on peut avoir de notre solution, c'est qu'effectivement aujourd'hui on est dans une démarche de protection de la marque, mais la solution elle est utilisée de plus en plus pour faire des analyses sectorielles ou de l'analyse sémantique, pour pouvoir se benchmarker et identifier des nouvelles opportunités de mots-clés, et de savoir quelles sont les positions de mes concurrents sur des mots-clés stratégiques. D'accord. S'il n'y a pas de questions, on va attaquer le deuxième sujet qu'on a déjà un peu évoqué sur la baisse de la pression concurrentielle. Tu as des choses à nous dire là-dessus? Moi, j'aime bien introduire l'idée, j'en parlais avec les étudiants tout à l'heure aussi, c'est que moi, je considère, j'ai fait une tribune là-dessus avec l'idée que la pub sur Google c'est génial, ou la pub sur les digital est géniale, elle est hyper héroïste, surtout au démarrage d'une activité, quand on est le premier sur un secteur, on va payer un mot-clé pas cher, derrière faire des ventes, avoir un retour sur investissement qu'on peut trouver très rapidement. Mais en fait, il y a aussi un effet ciseau qui intervient vite, parce que dès qu'il commence à avoir de la concurrence, plusieurs personnes qui bident sur le même mot-clé, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, les prix augmentent, et les prix pour enchérir augmentent, donc le coût d'acquisition client augmente, et dans l'autre sens, la pression concurrentielle te force à baisser tes prix. Parce que si tu es plus cher qu'un autre et que les clients ils vont comparer, ils vont acheter chez le moins cher. Donc tu dois payer de plus en plus cher pour être trouvé, et tu dois baisser tes prix de plus en plus pour être acheté. Et donc tu te retrouves dans un ciseau où là où au début, quand tu t'es lancé, que tu étais un peu seul et qu'il y avait personne qui allait sur ton mot-clé de courtage en ligne ou sur d'autres mots-clés, tu pouvais te faire des couilles en or en achetant pas cher le mot-clé et en ayant des clients à très forte valeur, et en leur vendant cher une prestation de service. Et au fil du temps, si tu n'es que sur le digital, tu te retrouves à avoir les prix des mots-clés, donc ton coût d'acquisition qui augmente, et ta marge qui diminue profondément jusqu'à perdre de l'argent. Ouais. Et mécaniquement, par l'effet de la concurrence et par l'effet des enchères sur les plateformes, tu perds de l'argent si tu n'existes qu'à travers ça. Et moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il est hyper important de construire, enfin de profiter des plateformes tant qu'elles sont rentables, mais de travailler à côté sur du long terme pour construire de la valeur de marque à travers de la qualité de service, à travers de la pub traditionnelle où on fait connaître sa marque, à travers de la distribution physique où on rend la marque incontournable, pour que le jour où il y a une concurrence, on ait créé tellement de valeur de marque, tellement de différence que les gens préfèrent acheter chez nous, même potentiellement plus cher,
parce que c'est plus facile, parce que la logistique est bien meilleure comme sur Amazon, etc. Et typiquement, Amazon, il y a plein de clients qui aujourd'hui commencent leur parcours d'achat sur Amazon sans passer par Google, même si Amazon continue à investir à fond sur Google. Mais il y a plein de gens qui vont directement sur Amazon parce qu'ils sont clients Prime, parce qu'ils savent que leur colis arrivera le jour même ou le lendemain. Et c'est ça qu'il faut construire quand on est e-commerçant. Il faut à la fois capitaliser sur ces deux vecteurs, à la fois faire baisser la pression concurrentielle. Et ça, c'est ce que tu contribues à faire en faisant en sorte que le coût d'acquisition reste relativement faible. Et puis aussi construire de la valeur des marques par ailleurs pour... Et moi j'aime beaucoup, tu parles beaucoup de parcours client, tu le sais que à travers l'acquisition strategy design, c'est mon focus de bien comprendre les parcours clients et les parcours d'achat pour construire la stratégie. Bien justement faire en sorte que ces parcours parfois ne passent plus par Google et puissent être directement chez toi ou directement avec ta marque, parce que ça aussi c'est un parcours optimisé. Quand tu t'appelles Nike, c'est beaucoup mieux d'avoir des gens qui tapent basket Nike parce qu'ils savent qu'ils veulent déjà acheter une basket que des gens qui tapent basket et qui comparent entre Nike, Adidas, etc. Donc c'est à vous de faire en sorte que les parcours d'achat et que les mots-clés cherchés soient de plus en plus proches de votre produit. Et ça, faut le travailler ailleurs que sur Google, sur la qualité de service, sur tout le reste. Je te rejoins complètement là-dessus. Et effectivement, l'idée, c'est que aujourd'hui, Google a est dans une situation quasiment hégémonique et monopolistique. Donc, du coup, c'est difficile de s'en passer. Mais la vision, et en tant que marque, il faut essayer de construire sa vision en se disant, à terme, je vais réussir à avoir un mix et un parcours client qui s'affranchit un maximum effectivement de tous ces intermédiaires que peuvent être Google et les différentes régies publicitaires. Maintenant, aujourd'hui, les chiffres sont là. Il y a 50% des budgets pubs qui passent sur le search et sur Google. Donc, il faut faire avec. Et l'idée, c'est qu'effectivement, on est dans un marché aujourd'hui, sur le marché des liens sponsorisés, qui est hyper mature, où il y a énormément de pression. Les coûts augmentent. L'algorithme de Google, il reste malgré tout assez opaque. Tout ce qu'on sait, c'est que le prix d'un CPC, il va dépendre effectivement de l'enchère que vous voulez mettre et du quality score de votre annonce, donc du taux de clic de votre annonce. Et en fait, c'est ces deux éléments qui font que vous allez payer plus ou moins cher vos campagnes de pub. Donc, quand on analyse bien ça, on s'aperçoit que finalement, l'intérêt à la fois pour la marque et pour l'expérience utilisateur, c'est que lorsque l'internaute va taper le nom de la marque avec un produit sur Internet, le plus vite possible, il ait l'information et il clique et soit redirigé vers le site officiel. Et en fait, si vous laissez trop de terrain à vos concurrents ou trop de terrain à des tiers, vous risquez de perdre l'internaute, et deux, effectivement, vous perdez ce parcours client et vous créez une sorte de confusion dans l'esprit de l'internaute, puisque en fait il se dit la marque, ils essayent de me dire qu'ils sont premium, que je peux les trouver que chez eux, et je m'aperçois il y a des milliers de résultats et j'ai l'impression qu'il y a énormément de références et qu'il est trouvable partout. Donc ce côté branding, il est dégradé aussi par cette pollution. Non, moi je dis pas qu'il ne faut plus investir sur Google, mais qu'il faut, c'est ce que tu dis, réussir à faire en sorte que toute une partie de son trafic, de son expérience, et de ses clients soit moins dépendante de ces plateformes. Donc il faut à la fois rester le meilleur dessus, protéger sa marque, apparaître en premier sur sa marque, etc., pour protéger tout son investissement, tout en travaillant au fil du temps à ce que à créer moins de dépendance, parce que si on n'est que dépendant de ces plateformes-là, mécaniquement, on va se faire planter un jour. Oui, tout à fait. Et là, du coup, pour rebondir, effectivement, notamment pour tous les jeunes créateurs d'entreprise, c'est effectivement un très bon conseil.
je vous invite à le suivre, hein, parce que Gabriel a pas mal de background là-dessus, mais c'est effectivement de travailler votre image, de travailler votre vision, vos valeurs, de communiquer dessus et de travailler tout votre écosystème. Et pas simplement de se dire, voilà, je vais sous-traiter toute cette partie acquisition à un levier, à Google, en me disant, voilà, moi, je suis juste un vendeur de produits et c'est Google qui va m'apporter les clients. Aujourd'hui, effectivement, on est notamment sur la partie retail. On parle d'expérience utilisateur beaucoup plus qu'acte d'achat proprement dit. Donc vraiment, aujourd'hui, il faut emmener l'internaute qui est seul derrière son écran, qui fait une recherche, qui a effectivement tombé sur votre marque, l'emmener de cette démarche où il est seul face à son écran à quasiment une expérience un peu immersive et intégrée avec votre marque. Et effectivement, c'est toutes ces démarches marketing que vous mettez en place qui pourront le permettre. Ouais, c'est important de garder un mix marketing qui joue sur plusieurs aspects, et pas tout investir sur Google parce que il y a un risque à long terme. On a une question de Anne, qui nous parle de Lilo. Quid de l'utilisation d'autres moteurs tels que Lilo? Et il existe de nouveaux moteurs qu'adoptent de plus en plus les utilisateurs. Moi, je connaissais pas Lilo. Ouais, je connais pas non plus. En revanche, c'est intéressant. L'idée, c'est que nous, on est hyper focus sur la partie publicitaire et la partie trafic. Donc, on est hyper au fait des chiffres d'utilisation des différents moteurs de recherche. Aujourd'hui, on a déployé nos solutions sur Yahoo, Bing, Google. On est en déploiement sur Yandex et Baidu, qui sont des sites russes et chinois. On déploie sur Amazon Ads, qui est le moteur de recherche d'Amazon pour les e-retailers notamment. Et effectivement, au fil de l'augmentation de l'usage des différents autres moteurs, on sera en mesure aussi de collecter la data. On a imaginé en fait notre technologie pour être déployable très rapidement sur un nouveau moteur. Donc ça ne demande pas des développements informatiques lourds, et donc on sera demain et assez rapidement, je l'espère, en mesure d'être un méta-moteur de surveillance qui permettra de surveiller vraiment tout ce qui se passe sur la toile et tout ce qui se dit de vous sur les moteurs de recherche. D'accord. Moi, je te propose qu'on attaque le dernier sujet sur le réseau de distribution. Explique-nous un peu les enjeux qu'il y a pour des marques qui sont distribuées pas uniquement par elles, donc pas nécessairement des DNVB, etc., mais des marques qui ont un réseau de distribution. Quel est l'enjeu du contrôle de ce réseau de distribution? Quelles sont les problématiques que ces marques rencontrent? Je suis sûr que tous nos spectateurs ne sont pas au fait des enjeux que ça peut représenter. Ce qu'il faut bien apprendre, c'est que aujourd'hui, voilà, on a les mêmes contraintes dans le physique que dans le digital. Et par contre, on n'a pas les mêmes outils à attendre parce que on ne connaît pas l'information. Donc, en gros, imaginez vous êtes une marque et vous avez un réseau de franchisés, par exemple, type, on va prendre, vous êtes Burger King ou McDonald's, vous avez différents magasins partout en France. Il y aurait aucun intérêt à ce que le McDo de Marseille à faire de la pub à Paris pour dire venez acheter mon burger chez moi sur Paris. Et donc du coup, l'idée c'est à travers un monitoring des réseaux de distribution, c'est d'organiser cette visibilité en ligne en utilisant les outils que nous offrent ces plateformes digitales. Donc en fait, vous avez la possibilité donc sur les moteurs de recherche de géolocaliser vos campagnes. Et l'idée, c'est qu'on s'aperçoit très souvent que vous avez le concessionnaire automobile de Rouen qui va aller faire de la pub.
et ces pubs vont être affichées à Paris, à Rouen, à Limoges, à Marseille, parce qu'il aura mal géré ces campagnes d'affichage. Donc, en fait, de manière individuelle, tous les franchisés, tous les réseaux de distribution, les revendeurs vont faire leur campagne de leur côté, mais ne vont pas forcément avoir une vision globale de leur zone de chalandise. Donc on est toujours sur des problématiques d'exclusion en fait. On est sur des problématiques d'exclusion et d'organisation justement de ces affichages au niveau centralisé, au niveau de la marque. Et là-dessus, dans une logique de réduire les coûts. Et là-dessus, dans une logique une double logique, une logique pour la marque effectivement de réduire les coûts. En fait, c'est de pas se cannibaliser et de créer des surenchères respectives entre les différents franchisés ou les différents revendeurs, mais aussi toujours dans cette logique d'expérience utilisateur, de pas se retrouver en face, de se dire j'ai tapé concessionnaire Audi Marseille et de se retrouver avec 3 pubs différentes de 3 concessionnaires différents, dont un à Paris, de Marseille, de Toulouse. Perpignan et de Toulouse. Donc vraiment l'idée c'est de se dire voilà, il faut prendre suffisamment de recul en tant que marque pour pouvoir organiser et gérer cette structuration de l'information sur le payant et sur le naturel et sans ce contrôle au préalable et ce monitoring au préalable, puisqu'en fait la main parfois elle n'est pas du côté de la marque mais du côté de son réseau de distribution. Il faut être en mesure de leur donner les informations pour leur dire voilà, il faut reparamétrer ta campagne pour qu'elle soit vraiment affichée et que toi de toute façon le clic que tu auras fait pour reprenons l'exemple du concessionnaire, si la personne elle est à Paris avec une adresse IP à Paris, son annonce de concessionnaire à Marseille, même s'il clique dessus, il n'ira jamais acheter sa voiture à Marseille. Donc du coup, ça entraînera des coûts plus. Alors là, tu présentes des cas d'erreur de bonne foi. Est-ce que dans la surveillance de son réseau de distribution, tu as aussi des situations là, on parle effectivement sur la partie optimisation, sur la partie plus malhonnête, effectivement, il y en a beaucoup. Donc les marques mettent en place des politiques de distribution. Hein. Donc c'est des contrats qu'elles mettent en place avec leurs revendeurs. Et en fait, très très souvent, ces politiques, ils arrivent à les faire respecter dans le physique, mais dans le digital, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, vous allez avoir, par exemple, des problématiques effectivement de contrefaçon. Hein. Donc, on va avoir des vraies actions d'identification et de suppression de contenu de produits de contrefaçon qui viennent détourner les réseaux de distribution naturels, mais aussi de revendeurs non agréés, qui vont être des revendeurs qui ne sont pas autorisés à vendre en digital, ou de revendeurs qui respectent pas leur zone de chalandise. Ouais. Donc typiquement, on a par exemple, on travaille pour une grande marque de luxe qui distribue partout dans le monde, qui a une politique tarifaire différente suivant ses zones géographiques. Donc elle va vendre par exemple ces produits, ces polos connus vont être vendus avec un crocodile. Avec un crocodile, on ne peut pas les citer, va être vendu à un certain prix en Afrique du Nord, par exemple, ou en Europe centrale. Donc le grossiste local va être vendu moins cher qu'en Europe de l'Ouest. Et effectivement, l'objectif pour le réseau de distribution, c'est de s'assurer que ce revendeur qui vend en ligne, qui a des autorisations de vendre en ligne, ne va pas faire de la pub ou communiquer ou vendre ses produits ou exposer ses produits auprès de la clientèle française ou de la clientèle américaine ou une clientèle autre, parce que sinon ça viendrait cannibaliser les revendeurs France qui eux ont une grille tarifaire différente. Et pour ça, c'est les mêmes outils que tu utilises pour vérifier c'est les mêmes outils. Si leurs annonces apparaissent en payant dans les zones où ils n'ont pas le droit, s'ils ressortent dans les moteurs de recherche dans ces pays-là, etc. Ouais, tout à fait. C'est les mêmes outils. Tout ça marche de manière assez simple sur la plateforme. Donc, je vous invite à vous inscrire, à faire des tests. On peut mettre en place des petites démos assez rapidement sur votre marque pour avoir comme ça une situation un peu exhaustive de ce qui se passe sur vos marques. Et effectivement, la plateforme, elle a été créée par
des experts du digital qui voulaient pas être qui voulaient être submergés par de la data pour de la data. Donc on est hyper focus sur la pertinence, l'exhaustivité, mais l'efficacité aussi des outils qu'on met en place. Donc la plateforme, c'est pas une usine à gaz, il y a que quelques écrans, c'est hyper simple en termes d'usage et elle vous permet très rapidement de détecter toutes ces atteintes en ligne et de prendre les décisions ad hoc qui sont mises en place par notre équipe, si vous le souhaitez. D'accord. Bon, on arrive effectivement sur la fin de ce webinaire. C'était hyper riche, Jérémy. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Sur le chat, il y a Karine Bess qui nous dit Aldi. Tu sais à quoi elle fait référence? J'arrive pas à retrouver. Aldi, j'imagine que voilà un site de distribution, enfin le distributeur. Voilà, Aldi, effectivement, c'est une marque et typiquement qui est dans ce double sujet de surveillance de la marque, de gestion de son réseau de distribution et d'optimisation de ses budgets publicitaires si Karine bossait sur la partie digitale d'Aldi. D'accord. Le temps qu'il y ait des questions dans la salle, moi je vais te poser une question très personnelle. Qu'est-ce que ça fait de bosser avec 1 minute 30 ? Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Ça se passe. Non, je suis très content. Effectivement, on se connaît depuis pas mal de temps. Moi, ce que j'apprécie, c'est effectivement, c'est qu'on a travaillé très en amont du projet. On a co-construit quasiment l'image de marque de MoneyBrand. Voilà, le jaune doré, c'est Gabriel. On travaille sur les logiques de valeur de marque, voilà. Et effectivement, voilà, dans tous vos projets, c'est important de pouvoir s'appuyer sur des experts et d'avoir un œil extérieur, quelqu'un qui est capable de prendre du recul un petit peu sur le projet, parce que c'est vrai que très souvent, on est tous portés par l'opérationnel, le fonctionnel, et c'est important de s'appuyer sur des agences et des personnes comme Gabriel pour pouvoir extraire entre guillemets le sens, la vision de ce qu'on fait et traduire ça graphiquement et avec des mots et en contenu accessoirement, effectivement. Et du coup, on est assez fiers. On a bossé ensemble sur un livre blanc qu'on vous invite à télécharger. Jérémy va mettre le lien et peut-être mettre même le call to action s'il peut. Une fourchette de prix, demande Karine. Alors, une fourchette de prix pour les startups, on commence à 290 € par mois pour une surveillance de la marque sur Google Ads. Et en gros, pour une marque, une ETI, on est aux alentours de 500 € par mois. Et pour une grande marque, je dirais aux alentours de 1000 €. 1200 €, donc on est sur des tarifs qui sont relativement raisonnables. On n'en a pas beaucoup parlé, mais en termes d'efficacité aussi et de retour sur investissement, outre les problématiques de protection de la marque, on a parlé d'optimisation budgétaire pour certaines des marques avec lesquelles on travaille et la majorité d'entre elles, on a fait baisser les CPC des coûts au clic marque de plus de 30%. Donc quand vous imaginez que vous êtes une marque et que vous dépensez 10 000 €, 15 000 € de budget mensuel sur AdWords, une baisse de 30% de vos CPC sur vos mots-clés marques, sachant que vos mots-clés marques représentent entre 50 et 60% du volume de clics sur vos campagnes ads, ça fait des économies qui sont non négligeables. Donc de ce fait, notre outil est directement déployable et rentable. Super. On a une question toujours sur les prix, j'imagine. Pour les revendeurs d'occasion, vêtements en particulier, est-ce qu'il y a c'est pertinent, il y a des usages? Alors pour les revendeurs d'occasion, on avait mis en place des choses. C'est assez compliqué parce que ça demande vraiment de la surveillance et de la détection manuelle. Et donc du coup, pour l'instant, on a mis en stand-by notre outil. C'est quoi la problématique pour eux? La problématique des revendeurs d'occasion. Alors, on va pouvoir avoir
l'information du revendeur d'occasion qui va se positionner pour revendre. Donc on va pouvoir rentrer en discussion avec lui, mais par contre on va pas pouvoir avoir une analyse de toutes les annonces publicitaires ou les annonces proprement dit du revendeur. Donc on va pas aller scraper le site de revendeur d'occasion et collecter toutes les annonces du Bon Coin ou de Price Minister pour savoir si c'est un vrai, un faux, s'il est légitime ou pas. Il y a Stan qui nous pose, quand on découvre des gens qui mettent aux enchères sur leur campagne, quelles possibilités existent? C'était le délistage, c'est ce que tu évoquais? Ouais, tout à fait. Les possibilités aujourd'hui, donc en fonction s'il y a un risque de confusion, les possibilités, c'est effectivement de remplir un formulaire. Je vous partagerai le formulaire sur Google deux formulaires, un de complaint et un de dépôt de sa marque. Et le deuxième, c'est effectivement il y a des formulaires de dépôt de marque aussi? Il y a un formulaire de dépôt de marque qui vous permet, sous certaines conditions, de déposer sa marque pour éviter l'utilisation de la marque dans le descriptif de votre annonce publicitaire. D'accord. Voilà. Donc, l'achat de la marque est possible et le formulaire ne vous prémunit pas contre l'achat de la marque. Par contre, il vous prémunit contre l'utilisation de la marque dans la campagne publicitaire. D'accord. Voilà, donc je vous partagerai le lien pour pouvoir effectuer ce dépôt si vous le souhaitez. Et après, tout simplement, c'est ce job hyper chronophage de négociation à l'amiable et de précontentieux et de mise en place de demandes de retrait auprès des différents ouais, c'est ça, et la plupart des cas se résolvent à l'amiable. Aujourd'hui, on a un taux de résolution de litige de l'ordre de 70%. D'accord. Voilà, donc ce qui est assez important. Ça veut dire qu'en gros, 70% de votre pression concurrentielle, elle va être réglée via. Et il y a 30% qui partent en contentieux. Et on a 30% qui va soit partir en contentieux, soit qui va être c'est notre marge d'acceptation. Et là, souvent, c'est des arbitrages qu'on a avec nos partenaires, avec les marques, qui nous disent ça justifie du contentieux, donc on bascule toutes nos pièces à leur service juridique pour qu'elles puissent mener des démarches de contentieux. Ou sinon, il y a des renégociations internes qui sont faites avec le partenaire pour avoir des contreparties ou accepter tout simplement ce parasitisme. D'accord. Tu veux dire un petit mot de ton entreprise, parce que c'est aussi une start-up, où vous en êtes en termes de clients? Un peu de marque employeur, t'as raison, voilà. Et de branding. Donc Moneybrand, donc je vous dis, on a créé la structure, ça allait assez vite, on l'a créé il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant. On a créé cette structure. La particularité, c'est qu'on est à Rouen et Paris. On a toute notre équipe de dev et notre partie sales marketing qui est à Rouen. D'ailleurs, je vois que certains d'entre eux sont connectés et je les salue. Et donc créé à 2 ans, on a fait une première levée de fonds près d'un fonds régional et de 50 Partners, qui est un accélérateur parisien. On a une belle croissance, on a pas mal de marques, on travaille avec des marques comme Lacoste, ING, Cofidis, Pandora, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas de les citer. On travaille avec une trentaine de belles marques, mais aussi plein de petites startups qui sont sur des projets émergents et qu'on accompagne effectivement sur ces problématiques de protection de la marque. Et on est une quinzaine de personnes et on est effectivement en phase de recrutement sur des nouveaux profils pour nous permettre d'accélérer la croissance. On cherche au marketing et au gros hacking effectivement pour nous aider à structurer le marketing et faire l'interface avec tes équipes. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'on lance un cabinet de recrutement. D'accord. L'information est lancée. On vous annoncera tout ça le 23 octobre, donc c'est tout bientôt notre nouveau positionnement avec nos nouvelles offres. Donc, très bien. Si tu veux être client pilote, pourquoi pas. Et tu cherches d'autres profils, ou en tout cas si vous voulez être candidat directement avec Jérémy, n'hésitez pas à le contacter.
Jérémy, l'autre Jérémy d'Ornbusch, t'as pas pu mettre le lien vers le livre blanc et l'email de Jérémy Lipfil. Si tu peux mettre les deux, je te remercie. Et tu me disais, tu recrutais quoi d'autre? Partie sales également, et bien sûr des développeurs informatiques pour renforcer l'équipe sur le développement de la plateforme. Et une prochaine levée prévue? Une prochaine levée prévue fin 2021. D'accord. Vous n'avez pas été affecté par le Covid, ça va? On est sur un secteur qui a été affecté, ce qui a été ralenti, c'est-à-dire que toutes les prises de décision ont été un petit peu ralenties. Là, ça redémarre parce qu'effectivement, il y a pas mal de marques qui se repositionnent en préparation des fêtes de Noël, qui doivent être hyper vigilants sur et puis les achats vont se faire encore plus sur Internet. Donc non, je dirais qu'on est plutôt dans une bonne dynamique. Et on espère que ça va continuer. Super. Bon merci à tous. Il y a quelqu'un qui voulait parler, mais il est quand même un peu tard pour ça. Malheureusement, Marc, j'avais pas vu ça avant. Dans tous les cas, on vous dit à la semaine prochaine. Je crois que Jérémy, je l'ai perdu ce coup-ci, il doit être ailleurs. Et je ne sais plus dire qui sera là la semaine prochaine, mais on vous fera un mail, comme d'habitude, pour en discuter. Et ça va être aussi passionnant qu'aujourd'hui. Merci à toi, Jérémy. Merci, Yami. Allez, check. Ça va être Covid compliant, mais on l'a fait quand même. On est assez. À bientôt.